Bonjour Caroline, merci d'avoir Bonjour Rosie. accepté mon entrevue pour le podcast de Nancy. Nous, je veux dire brièvement comment on s'est rencontrés. En fait, j'étais invitée au 20e anniversaire de Un fauteuil pour deux, la boutique à Québec. Puis toi, tu faisais on pourrait dire une prestation artistique ou je sais pas comment tu voulais le mentionner, mais c'est ça, dans le fond, tu peignais en direct pour les invités. C'est comme ça que je t'ai connue. Puis on avait discuté brièvement un peu d'art, puis de ton parcours d'entrepreneur. Fait que je trouvais ça super le fun d'en discuter. Tu as même apparu sur pas sur mon podcast, pardon, oui, c'est sur mon podcast, mais sur mes portraits femmes riches que j'ai trouvé super intéressant. Puis, tu sais, j'ai juste pris des petites notes, puis on va pouvoir parler de ce portrait-là parce qu'on va pouvoir débriefer après un an. Ça doit faire un an environ qu'on se connaît virtuellement, puis en personne. Fait que, bref, c'est la petite introduction que je voulais faire, mais je veux que tu prennes le temps de te présenter. Puis, tu es une entrepreneur, une artiste, et même des mots que des fois on met pas souvent ensemble, tu es artiste-entrepreneur. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu c'est quoi? Oui, bien, ça fait plaisir, Rosie. Oui, je suis une artiste entrepreneur. En premier lieu, entrepreneur parce que j'étais propriétaire jusqu'au 30 juin dernier du restaurant Spaghettini le Resto avec mon conjoint, qui est une relève familiale, donc une entreprise que mon père a fondée en 1984. Et à l'école d'entrepreneurship de Beauce où j'ai étudié, on a eu un atelier artistique durant notre parcours en 2017. Et on a fait un atelier créatif un samedi soir. J'ai peint pour la première fois de ma vie. Ça a été une révélation, une révolution dans ma vie. Il s'est passé quelque chose de physique et de chimique. Et depuis ce temps-là, je peins, au départ par plaisir. Et ça en est finalement devenu une carrière artistique qui va vraiment très, très bien. Wow. Puis c'est ça, tu disais vraiment, puis ça, c'est une des questions que je m'étais notée. Tu n'avais jamais peint de toute ta vie. Est-ce que tu avais quand même des outlets artistiques avant? Est-ce que c'est quelque chose qui te passionnait? Ben, j'ai toujours aimé agencer les couleurs, les tissus. J'ai fait pendant des années, depuis 2006, du scrapbooking. J'ai toujours aimé tout ce qui touche le design dans nos résidences, d'aménager une pièce, de mixer là, les textures, les couleurs, le mobilier, travailler l'ergonomie, l'efficience et tout ça. Mais peindre sur un canevas, c'était la première fois. OK. Wow. Fait que là, dès que tu as eu cette expérience-là, tu t'es dit, bon, ben là, il faut vraiment que je continue à créer, à faire de l'art. Oui, ben le séjour termine le dimanche midi à l'école d'entrepreneurship et je suis passée par Omer Dessert à mon retour de cet atelier du samedi soir et j'ai acheté pour plus de 1000 $ de stock. Et mon chum qui me voit après une semaine revenir à la maison avec la voiture pleine de toiles, de peinture, chevalet, pinceaux, il me regarde et dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine? Mais ça a été une révolution. J'ai eu le goût de peindre. On dirait que c'était comme le temps s'arrêtait pour une des premières fois parce que quand on est entrepreneur, ça va vite. On avait 70 employés dans notre entreprise. Fait que c'est quelque chose. C'est comme un feu roulant. La restauration, c'est 24/7, 365 jours par année. Fait que l'art, pour la première fois, m'a amené à dire, ben, le temps que je prenais à faire cette activité-là, je déconnectais, je décrochais, j'étais dans le moment présent. Puis il y a comme un flot d'émotions que j'avais le goût de sortir, de déposer par le mouvement de mon couteau à peindre ou etc. Fait que ça a été vraiment là, très instinctif, intuitif comme processus, mais ça a été vraiment là, très agréable et ça a changé ma vie. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant parce que je me considère comme quelqu'un d'assez créatif. Puis, c'est pas quelque chose que je mets tant de l'avant parce que, tu sais, je travaille beaucoup sur mon entreprise, mais c'est sûr que quand j'ai eu le temps de créer puis de faire des petits projets aussi, comme là, je fais pas nécessairement du scrapbooking, mais un peu de journaling, puis là, je fais de la calligraphie, mais c'est pas quelque chose que je me dis, c'est plate à dire, mais tu sais, quand je prends du temps pour ça, j'ai comme l'impression de perdre un peu de temps que je pourrais mettre dans ma business. Je sais que c'est comme pas vraiment une bonne façon de penser, mais toi, avant la vente de ton restaurant, est-ce que tu avais cette dualité-là? Tu disais, est-ce que je m'accorde du temps? Est-ce que... Bien, je pense qu'en travaillant très fort, on a besoin d'avoir une dose de loisir qui vient compenser la charge de travail ou le stress, ou ça nous prend un échappatoire. Fait que pour moi, l'art n'a jamais été une perte de temps. Au contraire, que ce soit même juste d'écrire des mots sur un bout de feuille ou autre, ça a toujours été de dire je prends du temps pour moi, puis je fais quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui me fait plaisir. Puis ça, je pense que ça n'a pas de prix. Fait que peu importe comment on appelle l'activité qu'on fait qui nous fait du bien, que ce soit aller marcher, faire du trekking, un sport quelconque, ou de l'art créatif, ou de la musique, ou de la cuisine. Je vois vraiment dans tous les spectres, la créativité, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très large. C'est pas juste relatif à l'art. Ben écoutez, c'est vraiment là, je pense que ça fait du bien.
Puis on a besoin de trouver ces moments-là qui nous font du bien dans le quotidien. Mm-hmm. Oui, je suis tout à fait d'accord. Puis, je dis perte de temps, mais je sais que c'est pas une perte de temps. C'est vraiment juste pour imaginer comment des fois je me sens par rapport à ça. Puis, ce que j'entends, c'est de la performance. On veut tellement que tout soit parfait, on veut tellement que les choses se passent d'une façon, on parlait de perfectionniste tantôt, mais de lâcher prise sur tout ça, puis d'être capable de s'accorder du temps où on n'est pas dans la performance, on n'est pas dans le regard des gens, on est uniquement dans quelque chose pour soi. Ça n'a pas besoin d'être grandiose, puis ça n'a pas besoin de créer un objectif quelconque ou d'atteindre un objectif quelconque, de lancer un livre de calligraphie si tu aimes la calligraphie, mais de le faire pour toi parce que tu trouves ça beau puis ça te détend. Fait que je pense que c'est d'être capable de mettre dans des cases certaines tâches qu'on a à faire ou certains travails qu'on a à faire, puis de dire, ben ça, je suis là-dedans, je suis dans une zone X, mais ça me prend un échappatoire à quelque part aussi qui n'est pas dans cette... Fait que j'aime ta façon de le dire. Puis ça me fait résonner en moi simplement le fait que des fois, si on pense à ça, c'est parce qu'on veut, tu sais, à quelque part, c'est juste de trouver l'équilibre, puis c'est quelque chose qui est très, très utopique et difficile à atteindre. Puis j'imagine, si ça résonne avec toi, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose auquel tu as dû faire face? Tu t'es dit justement... Bien, ça a été le départ d'Arrow sur le marché de l'art a été quand même assez impressionnant pour quelqu'un qui n'avait jamais touché à ça. Après 7 mois, j'étais en galerie d'art. J'ai été amenée dans l'année 2018, presque 10 mois après avoir commencé à peindre, à exposer à New York, Miami. J'ai fait le carrousel du Louvre à Paris. Fait que l'année 2018 a été une année de voyage, d'exposition et tout ça. Fait que c'est certain que le temps que j'ai passé là-dedans, j'étais pas dans mon entreprise. Fait que oui, ça a amené une dualité de dire est-ce que je suis une entrepreneur, est-ce que je suis une artiste, est-ce que je peux mixer les deux, est-ce qu'il y a de la place pour les deux? Puis de réaliser qu'on a des limites physiques, des limites psychologiques, puis en plus, ben qu'on a, tu sais, on peut pas se diviser en deux. Fait que je dis toujours qu'il y a un coût à chaque décision qu'on prend, un coût de renonciation. Bien, si j'ai choisi d'investir dans Arrow, bien, ça a eu un coût autre dans mon entreprise où j'ai dû mettre en place des gens que j'ai payés pour faire une partie de mon travail. Fait que c'est toujours, oui, une dualité. Il y a des moments où j'avais de la difficulté à me définir. Est-ce que je suis plus une artiste? Est-ce que je suis plus une entrepreneur? Puis j'ai comme pris la décision d'arrêter de me poser la question, puis juste de laisser venir. Il y a des moments dans une année où je vais être plus orientée sur l'art pour différentes raisons parce que le timing est là. Puis il y a d'autres moments où je vais plus développer autre chose. Fait que je pense que c'est juste de ne pas dire, ben c'est tant d'heures ou c'est tant de choses. C'est de laisser le cycle quand il y a un projet qui émerge, quand il y a quelque chose qui vient à maturité que j'appelle, ben, puis qu'on est prêt à y mettre du temps. Ben, je pense qu'il faut juste saisir l'opportunité, puis plus tard, ce sera autre chose, puis c'est correct. Mm-hmm. C'est un peu ma façon de voir les choses. Des fois, on veut tellement se définir, comme tu as dit. Puis là, dans le fond, on n'a pas besoin de faire ça. C'est juste nous qui se disons, bon, ben, il faut absolument que je sois telle chose, comme ça. Puis c'est nous. Ça. L'art est ma 4e carrière, puis je suis certaine qu'il y en aura d'autres à venir. En ce sens que je pense pas que toute ma vie, je vais pouvoir me définir dans un cadre précis puis dire, ben Caroline, c'est ça, puis c'est pas autre chose. Non, parce qu'on est tout le temps en mouvance, on change tout le temps. Puis, est-ce que par rapport à ta carrière d'entrepreneur, disons, là, je sais que vous avez effectué une transaction pour la vente de votre restaurant, ton conjoint et toi. Est-ce que ça veut dire que là, tu te consacres à 100% sur Arrow, sur tes projets artistiques en ce moment? Actuellement, je me suis cataloguée dans une année sabbatique pour la première fois de ma vie, où on a vendu l'entreprise le 30 juin. Fait que oui, je peins. Je ne peins pas actuellement dans l'optique de créer une collection et de planifier une exposition en 2020 ou même en 2021. Je suis vraiment dans le plaisir. Je me donne une année où j'ai plein de projets que j'ai le goût de réaliser, certains projets qui sont sur la planche à dessin depuis des années, que je souhaite pouvoir mettre en place dans la prochaine année, donc en ayant ce temps-là. Fait que oui, la peinture occupe mon temps. Je vais à mon studio au moins 3 à 4 fois par semaine, commencer des toiles, avancer des choses, gérer des encadrements, gérer des transactions, des commandes spéciales et autres, mais je ne suis pas là-dedans à temps plein. C'est super de pouvoir s'accorder cette année-là. Puis ça aussi, c'est quelque chose que peut-être que tu as pris un peu de temps à réfléchir, à se dire, ben là, je ne vais rien faire entre guillemets, cette année du côté entrepreneur, surtout comme que tu as dit que tu travaillais 24 heures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en restauration, c'est vraiment comme l'exemple parfait. C'est ce qu'il y a eu un ajustement aussi à prendre le temps de ralentir, de relaxer, puis juste de penser à soi? Bien,
ma mère disait souvent, parce que les 15 dernières années ont été vraiment un feu roulant dans le travail, puis elle disait, Caroline, elle dit, à chaque fois que je disais, maman, j'ai pas le temps, elle disait, Caroline, change le mot temps par le mot vie. J'ai pas de vie. J'ai Hmm. pas le temps, j'ai pas de vie. Puis elle dit, puis c'est la première fois de ma vie à 45 ans que j'ai du temps pour me lever le matin avec un agenda qui est vierge, parce qu'avant ça, j'étais aux 15 minutes, j'avais des rencontres, des réunions, des ci, des ça. Fait que j'étais toujours cordée avec un agenda. Puis là, mon agenda, il est vierge. Fait que je me lève le matin en disant qu'est-ce que j'ai le goût de faire aujourd'hui. Fait que là, je suis beaucoup plus dans le senti, l'intuitif, prendre soin de moi. Est-ce que j'ai le goût de cuisiner? J'ai-tu le goût d'appeler une amie? Fait que c'est du temps que je m'étais jamais accordé. Puis mon Dieu, que ça fait du bien. Je souhaite qu'on soit capable de retrouver une parcelle de ça dans le quotidien futur parce que je suis pas en âge de prendre ma retraite ou même avec des moyens financiers qui me permettraient d'arrêter de travailler pour le restant de mes jours. Mais ce sentiment-là d'avoir le choix, la liberté d'avoir du temps pour soi tous les jours, c'est quelque chose que je souhaite pouvoir conserver. Mhm. Ben oui, puis un peu, tu sais, comme avec Nancy, on parle beaucoup de l'argent, des finances personnelles, puis de la liberté financière, puis peu de gens, peu de gens ont atteint cette liberté-là comme à 100%, mais tu sais, si on peut juste s'accorder un peu plus de temps. Moi, cette année, c'est une démarche aussi que j'ai faite de prendre juste du temps pour moi, faire des projets aussi, même chose que toi, par intuition, puis comme me laisser guider. Fait que, tu sais, je comprends totalement ce que tu veux dire, mais moi, je me sens coupable de ça personnellement, tu sais. En tout cas, c'est peut-être Mais ça, c'est c'est peut-être très mes... atypique. Oui, c'est ça. Mhm. C'est très atypique de se donner cette permission-là. La génération de ma fille qui a 19 ans, je trouve que c'est une génération qui est très dans le moment présent, très orientée sur leurs besoins, la satisfaction de leurs besoins et autres. Puis, tu sais, des fois, on trouve ça lourd, mais d'un autre côté, je trouve qu'ils nous apprennent beaucoup sur le lâcher-prise, vivre l'instant présent, parce que les dernières années de ma vie, ça a été beaucoup orienté sur plan stratégique, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. On est toujours en vision à court, moyen, long terme. On est toujours en train de planifier le futur et de poser, j'appelle ça les milestones, mais les pierres de ce qui s'en vient. Puis on est toujours en amont à la vigie de notre entreprise. Puis qu'on en oublie de vivre l'instant présent, puis de le savourer, puis de dire, hey, ce temps-là, il m'est imparti, je suis en santé, je peux en profiter. Puis je suis pris dans un tourbillon où je travaille 16 heures par jour, 7 jours par semaine, puis j'ai pas le temps pour rien, puis je décline toutes les invitations. Puis, tu sais, fait que de prendre ce recul-là en vendant l'entreprise, c'est un processus qui a été réfléchi depuis plusieurs années. Je pense que depuis 2014, on en parle de cette possibilité-là, éventuellement de faire un virage de carrière. Puis, il était prévu pour 2020 avec une première transaction qui a avorté avec la COVID le Mhm. 17 mars. Fait qu'on était à 2 semaines de la transaction quand les acheteurs ont décidé de se retirer du dossier. Et on a réussi à trouver un autre groupe d'acheteurs qui nous ont acheté le 30 juin dernier. Mais à des conditions, on s'entend, là, moindres et très avantageuses pour l'acheteur, contrairement là, À la où, première. à la première offre, exactement, où on était dans un contexte complètement différent. Mhm. Mais oui, la pandémie, ça l'a changé beaucoup. J'ai vu Oui. aussi, je pense que, corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, quand on s'est parlé, j'ai vu beaucoup que tu étais quelqu'un qui était bonne, disons, avec l'adversité. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu... Ben écoute, je ne sais pas si on peut dire que je suis bonne. Honnêtement, j'ai des hauts et des bas. Je suis très humaine, je suis très imparfaite. Puis honnêtement, la COVID a été une période très, très difficile pour nous, justement dû à l'avortement de la transaction et tout ce Mhm. que ça a eu comme impact dans nos vies. Euh, mais, euh, mais je pense que des solutions, on se relève les manches. Je pense qu'il faut aussi, tu sais, on parle de détresse psychologique, puis personnellement, j'ai eu un moment où ça a été difficile, puis de dire, mon Dieu, tu sais, d'accompagner nos employés dans la perte de leurs emplois, d'avoir des employés qui nous appellent une semaine après en disant, ben j'ai pas d'argent pour mettre de l'épicerie sur la table, puis d'accompagner tous ces gens-là dans le quotidien. Ça a été quelque chose que j'ai trouvé très, très difficile, que je pensais jamais vivre en tant qu'entrepreneur. Puis tu sais, je me sens soulagée aujourd'hui, peu importe le montant de la transaction, de la vente de notre entreprise, de juste être sortie de ça, puis Mhm. d'avoir le temps de me poser, puis de définir qu'est-ce que sera notre futur, puis de quelle façon on va déployer nos compétences dans le futur, à qui on va offrir nos services, ou est-ce qu'on va relancer autre chose, ou. Tout est possible en ce moment. OK, il n'y a aucune... tu sais, tout est possible, c'est ça. Il n'y a aucun plan encore, nécessairement. Non, le plan, c'est de ne pas avoir de plan. Ça, c'est un bon Euh, plan.
C'est ça, mais tu sais, j'ai des passions. L'art est toujours là. J'ai la passion de l'écriture. J'ai un projet de livre sur la table à dessin depuis des années que j'ai le goût vraiment de mettre en place dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis, tu sais, j'ai toujours rêvé de donner des conférences, de faire partager mon savoir-faire, mon savoir-être en entrepreneuriat à d'autres entrepreneurs. Fait que je ne sais pas quelle tangente, de quelle ligne ça peut s'explorer, s'exploiter. Mais je fais confiance que quand je vais être prête à me relancer sur le marché du travail, que l'opportunité que j'attends, que je ne suis pas Mhm. capable de nommer aujourd'hui, va se présenter. Des fois, ça l'arrive juste comme ça, puis on ne sait pas d'où est-ce que ça vient, mais ça l'arrive. Moi, Oui, personnellement, je pense vraiment que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis quand on veut trop, ben, il y a comme de la résistance, puis les choses n'arrivent pas. c'est tellement bien dit. Et ça me fait rire aussi parce que dans ton entrevue de Portrait Femme riche, je demande est-ce que vous avez eu comme l'aide d'un mentor ou quelque chose, puis toi, tu as dit non, malheureusement, j'ai jamais eu comme l'aide d'un mentor, mais je trouvais que c'était comme vraiment une belle, c'était comme quasiment de l'humilité que tu disais, tu sais, que tu avais besoin d'un mentor, mais tu sais, tu venais d'avoir une carrière de je sais pas combien d'années en entreprise, puis ça veut dire que tu as toujours cette soif puis ce désir-là d'apprendre, puis ça, je trouve ça super intéressant. Puis Oui, là, c'est le fun que tu dises que peut-être que ça sera un plan un jour, dans un an, que tu fasses du mentorat, mais c'est ça, je trouvais ça drôle que tu disais que tu avais peut-être besoin d'un mentor, mais là, on s'entend que tu viens de faire une grosse transaction, tu avais un restaurant qui marchait super bien et tout, mais tu voulais continuer là-dedans. Fait que je trouvais ça super le fun. bien, le mentorat, je pense que l'entrepreneur, souvent, je pense, en tout cas, je ne veux pas généraliser, mais moi, j'ai toujours eu de la difficulté à demander de l'aide. Mhm. Puis, tu sais, que ce soit juste une écoute ou des conseils ou autre, ça a toujours été quelque chose qui a été difficile. Fait que probablement que c'est la raison pour laquelle j'ai pas eu de mentor. Le mentorat que j'avais besoin, je suis allée le chercher dans mon parcours à l'école d'entrepreneurship où on était accompagné par des entrepreneurs vraiment que je considère prestigieux puis très, très intéressants et très stimulant. Euh, Puis ça m'a donné le goût de faire un peu ce que ces gens-là ont fait pour nous, puis de redonner au suivant en éventuellement partageant mon savoir, mes apprentissages, puis en accompagnant les entrepreneurs dans leurs enjeux. Mais définitivement que si c'était à refaire, j'aurais été chercher une expertise externe bien avant parce que ça m'aurait fait sauver, probablement beaucoup d'argent, beaucoup d'erreurs évitées, mais j'ai appris, puis j'ai pas de regrets sur la façon que les choses se sont faites. Mais connaissant maintenant ce que le mentor peut avoir comme apport, définitivement que si c'est à refaire, j'aurais sauté sur cette opportunité-là bien avant. C'est sûr. On se dit tout le temps ça, mais après, on peut rien changer d'avant, mais c'est sûr que c'est Non, un beau. Hein. Est-ce que ça, par exemple, tu l'appliques à ta carrière d'artiste? Est-ce que tu pu aller oui, chercher des mentors? oui, quand j'ai commencé sur le marché de l'art en galerie, je suis allée chercher une coach en art au Canada pour m'accompagner dans ma percelle internationale. Fait que j'ai pris un mandat d'1 an en coaching avec cette personne-là, avec un nombre quand même impressionnant d'heures pour vraiment là, challenger toutes mes décisions, m'aider à prendre les bonnes décisions, puis dans le domaine de l'art, à calculer mon retour sur l'investissement Mhm. parce que quand on fait des marchés de l'art, c'est un très coûteux, les voyages coûtent cher, toute la gestion, la manipulation des œuvres, le transport et autres, le dédouanement, tout le côté des assurances. Fait que là, tu te dis, bon, ben, quand j'investis dans ça, je veux être capable de quantifier le retour, puis qu'est-ce qui vaut la peine, puis qu'est-ce qui ne vaut pas la peine. Fait que oui, j'ai été chercher parce que j'étais définitivement, je ne connaissais rien à cette industrie-là. Je prétends pas être une spécialiste de l'art. J'ai pas de cours en histoire de l'art. J'ai pas étudié dans ce milieu-là. Puis il y en a qui ont fait ça, qui ont tout le parcours parfait pour réussir, puis qui n'ont pas eu les portes qui se sont ouvertes encore. Fait que j'ai eu l'opportunité, vraiment, j'appelle ça un fast track de rentrer, puis d'avoir les bonnes personnes, puis le réseau qui a créé un engouement. Mais j'ai une anecdote relative à ça, mais la première fois qu'on m'a présenté sur le marché de l'art aux nouvelles de TVA, c'était Pierre Jobin, puis il dit, on vous présente la Riopelle des temps modernes. Puis j'ai pris mon cellulaire, puis je suis allée voir c'est qui Riopelle. Fait que, on part de là. Fait que, je fais rire en partageant cette anecdote-là, mais après ça, j'ai pris conscience que si je voulais faire figure de aller chercher cette notoriété-là, puis cette crédibilité-là, ben, il fallait que je fasse quelque chose. Fait que quand je suis allée en Europe, à Paris, j'ai pris 6 jours où j'ai visité les plus grands musées
de Paris, puis je suis allée au Louvre, au d'Orsay, puis j'ai pris le temps d'aller chercher ces connaissances-là pour voir un peu c'était quoi les inspirations, puis toute l'histoire de l'art, si on peut dire, mais je pars de loin. Il y a des devoirs plus difficiles que ça d'aller faire les musées à Paris. Mais... On s'entend très, très bien là-dessus qu'il y a des choses pires que ça dans la vie. Mais je trouve ça vraiment super encore. Puis ça aussi, je l'avais noté. Tu sais, comme ça montre aussi ton humilité, puis de repartager cette histoire-là. Je trouve ça vraiment le fun. Puis ça m'amène à savoir, est-ce que tu avais un espèce de syndrome d'imposteur face à ça? Je pense que oui, définitivement dans le marché de l'art. Puis je pense que c'est une caractéristique qui est souvent propre aux femmes en affaires, de dire, bon, ben OK, je dois performer dans ma vie de couple, dans ma vie de mère de famille quand on est parent, puis à travers ça, ben, de dire quelle place je vais laisser à l'entrepreneuriat, ma carrière, de ne pas être à la maison, d'être en déplacement, en voyage, en réunion, de rentrer tard, d'être parti tôt, tout ce côté-là. Puis le syndrome de l'imposteur, je l'ai eu dans certains éléments aussi de ma première carrière avant même d'être entrepreneur où j'étais pour les Soupe Campbell à l'âge de 19 ans. Puis j'étais une des seules femmes au Canada dans un poste clé de l'entreprise. Puis quand j'ai été nommée directrice, j'étais la seule femme et la plus jeune de la compagnie. Fait que là, tu dis, OK, bon, ben moi, je suis qui, moi, pour donner des conseils à un monsieur qui fait 30 ans qu'il travaille dans la compagnie, puis je deviens son patron. Fait que ça a été quelque chose, mais à un moment donné, on arrête de penser à ça. Je pense qu'il faut juste se laisser porter, puis d'être capable de dire, ben je le sais ou je le sais pas, d'aller chercher les réponses, d'apprendre, de ne pas refaire la même erreur 2 fois dans un monde idéal, puis de faire confiance aux gens. Si eux ont vu en moi la possibilité d'eux, ben ils sont sûrement pas fous. Fait que ça travaille l'estime de soi, mais je pense que dans mon cas, c'est une bataille depuis toujours de me faire assez confiance puis d'être capable de définir ma valeur à moi face à moi-même. Là, je ne parle pas de la perception des gens, mais de moi-même. Tu sais, là, je suis dans une période où j'ai plus de carrière professionnelle d'entrepreneur, j'ai pas d'emploi fixe et puis je dois faire confiance qu'il y aura quelque chose qui va suivre. Fait que ce doute-là dans les périodes d'inactivité ou même dans une période où on est dans un tourbillon puis on a l'impression qu'on est en train de perdre le contrôle de tout ce qu'on fait parce qu'on en a trop, bien, je pense qu'il y a des moments, des cycles où le syndrome de l'imposteur est plus présent, mais c'est pas quelque chose qui m'habite à tous les jours. Okay. Mais il y a des moments, oui, définitivement, que j'ai été vulnérable et que j'ai eu des doutes sur mes compétences, mes qualifications, puis à la limite même certaines actions que j'ai posées. Mais comme tu as dit, ça, c'est très féminin. Puis moi, je travaille littéralement avec une hypnothérapeute pour combattre le syndrome de l'imposteur. Puis tu sais, elle me confirme que c'est très, très féminin comme syndrome, malheureusement. Mais il faut s'encourager entre nous. C'est sûr. Puis, comme tu as dit, c'est exactement ça. Ça vient de nous. Ça vient pas des autres. T'sais. Personne se dit « Ah, cette personne-là, c'est une imposteur. » Ça vient vraiment juste de nous. Oui. En tout cas, c'est du travail continu, comme tu as dit. Exactement. Sinon, on peut poser... Moi, je me demandais, parce que là, on a abordé un peu le côté financier, c'est sûr que, est-ce que tu t'es posé la question, tout à l'heure, tu parlais de tes coûts de revient par rapport à ta carrière d'artiste, est-ce que ça, c'était quelque chose qui t'aurait limité dans ton avancement en disant, bon, ben, tu sais, des fois, on a comme la mentalité qu'un artiste, ça fait pas beaucoup d'argent, ou... Est-ce que ça te préoccupait? Tu sais, venant d'un background vraiment entrepreneur, coût de revient, probablement comme générer de l'argent. J'ai pas eu cette pensée-là parce qu'on était dans une bonne posture financière avec notre entreprise et j'ai toujours investi ce que j'avais à investir par plaisir, par désir de découverte, dans l'optique justement de monter un portfolio, de vivre des expériences, puis d'apprendre. Donc, j'avais pas de dire, j'ai pas fait de plan d'entreprise, puis de plan de lancement, puis de dire je vais être rendu là, puis ça a été très, très spontané de mois en mois. Ça a été vraiment un engouement. On dirait qu'il y a eu une vague qui est partie. J'ai surfé sur cette vague-là le temps que ça a eu à durer. La COVID a annulé tous les événements en majorité artistique, les symposiums, les expositions et autres. Tout est rendu virtuel. Mais j'avais le privilège peut-être d'avoir une santé financière très bonne avant de me lancer dans l'art. Mais oui, en effet, on entend que bon, les artistes sont tourmentés, les artistes sont pauvres.
Puis c'est drôle parce que les 3 premières années de ma carrière, sans dire que j'aurais pu en vivre, j'en vivais très bien. J'ai eu vraiment des très, très belles ventes, des super de beaux mandats, des gens qui m'ont fait confiance. Ma cote d'artiste dans le marché de l'art, je considère qu'elle est très bonne puis qu'elle va continuer à monter éventuellement. Fait que c'est pas quelque chose qui m'habite parce que j'ai un bon coussin en arrière de moi sur lequel m'appuyer. Puis c'est une carrière que je considère sur le tard versus d'autres gens qui, en sortant des bancs d'école, 18-19 ans, vont se qualifier d'artiste peintre. Moi, c'est quelque chose qui est arrivé à l'âge de 42 ans. Là. Fait que on n'est pas... fait que la santé financière de ma carrière, en ce moment, sans dire que c'est une préoccupation, c'est quelque chose que je pense à dire, est-ce que ça va être suffisant pour m'aider à subvenir à mes besoins futurs ou à garder le même rythme de vie que j'avais dans mon ancienne carrière? Mais je pense pas qu'il va y avoir juste Arrow, à moins qu'il y ait une opportunité exceptionnelle qui s'offre à moi de rentrer dans une galerie d'art particulière ou de rentrer dans un autre marché. Mais je pense qu'il va y avoir d'autres choses en parallèle aussi. Puis, est-ce que ça, tu parles beaucoup de santé financière, tu sais, je sais que c'est des mots que la plupart des gens, comme puis moi inclus, j'aborde même pas. Puis là, maintenant, c'est sûr qu'avec Nanti, je baigne vraiment dans le monde, c'est ça, des investissements, des finances personnelles, des finances d'entreprise. Mais est-ce que tu as des conseils ou des trucs que tu voudrais donner aux auditrices par rapport à leur santé financière? Ben, écoute, tu sais, là, moi, je l'ai vécu avec mes employés, avec certains de mes employés, où, tu sais, d'avoir un coussin financier pour les mauvais jours, de ne pas vivre au-dessus de nos moyens, tu sais, de ne pas baser nos dépenses sur notre revenu brut, mais notre revenu net. Parce que la portion des impôts à payer, quand tu t'endettes d'année en année pour les payer, ben, ça devient à un moment donné comme un gouffre sans fond. Fait que définitivement, de vivre selon les moyens, selon nos revenus. Si nos revenus ne sont pas suffisants, définitivement de trouver des solutions pour créer des nouveaux revenus. Puis nous, ça a été un petit peu ça, pas notre échappatoire, mais notre porte de salut, ça a été que les gens disent, ah, vous avez réussi. Mais quand j'ai connu mon conjoint, j'avais 22 ans, lui 24, on n'avait absolument rien. On habitait d'un appartement, puis on a bâti tout ce qu'on a ensemble pendant ces années-là, mais on travaillait 80 heures par semaine. Fait que j'ai dit, prends n'importe qui travaille 2 emplois de 40 heures par semaine, fois 2 dans la maison, ben c'est certain qu'à un moment donné, il y a des liquidités qui arrivent, il y a la possibilité d'acquérir des nouveaux actifs. J'ai été dans l'immobilier. Fait qu'il y a plein de choses, mais je pense que si on veut plus, ben il faut faire ce qu'il faut pour en avoir plus. Ça ne tombera pas du ciel. Puis de vivre selon ses moyens. Puis, je pense que la COVID, en tout cas, dans mon cas, est venue me chercher beaucoup sur la définition de qu'est-ce qu'un besoin essentiel versus le superflu. Avant ça, j'avais quelqu'un qui venait pour faire mon lavage, mon ménage. Je payais pour tout parce que je travaillais. Alors que la COVID, le fait de tout arrêter, a fait que j'ai pris du temps chez moi, puis j'avais plus les services que j'avais auparavant. Puis je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire, puis que c'était une question de choix. Mais au final, il m'en reste plus dans mes poches parce que j'en fais plus. Mais je suis venue rebalancer les choses. Puis la définition de nos besoins primaires, c'est quoi? C'est d'avoir un toit, de manger, mais d'avoir le sac à main Louis Vuitton. Est-ce que ça va faire qu'on va dormir mieux le soir, qu'on va être plus... Fait que de définir c'est quoi nos besoins réels, puis c'est quoi l'essence de ce qui nous rend heureux, si c'est de faire de la calligraphie ou si c'est de jouer aux cartes avec des copains ou de faire un souper entre amis, c'est pas nécessairement ça qui coûte le plus cher, puis au contraire, qui est le plus bénéfique pour l'âme. C'est certain. Puis moi, j'en ai parlé sur d'autres podcasts, comme là, je me trouve beaucoup moins matérialiste, puis c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé. Puis là, mettons, quand tu parles de sac Louis Vuitton, moi, j'aime vraiment ça, puis j'en ai plusieurs. Mais... puis non, je sais que, admettons que c'est pas, tu portes pas un jugement, c'était comme juste un exemple. Pas du tout. Non, je sais. Ça m'a juste fait rire parce que moi, c'est quelque chose que j'avais parlé justement, qu'avant, c'était quelque chose que je trouvais que c'était vraiment intéressant, puis que j'aimais beaucoup, comme le luxe, puis des choses comme ça. Puis avec la COVID, ben, tu sais, c'est sûr que moi aussi, je me suis reposé des questions sur qu'est-ce que j'aime, puis mes passions. Puis je me demandais, est-ce que c'est juste par rapport à l'ego? Tu sais, si j'aime les marques et le luxe, est-ce que c'est juste par rapport à l'ego? Puis j'en suis venue à la réponse que peut-être que oui, mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. C'est ça, exactement. J'ai toujours aimé ça. Puis tu sais, comme là, mettons, personne ne me voit avec mes sacs, mais je suis quand même contente d'avoir une collection. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement par rapport à l'ego, mais c'est sûr que tout le monde, je pense... Oui, vas-y.
Non, ben vas-y, excuse-moi, je voulais pas te couper. Mais non, pas de problème. Mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est juste que faut juste revoir hein, qu'est-ce qu'on aime, puis le temps d'arrêt avec la pandémie, ben ça nous a vraiment permis, en tout cas, si au moins il y aura ça d'intéressant, ça nous a permis de Puis, se revoir. en contrepartie, je dirais que c'est super important de vivre nos rêves, puis de réaliser des choses, puis de ne pas avoir peur de montrer qu'on est à l'aise financièrement. Tu sais, je pense aux voitures, je pense à la maison. Si c'est ça que tu as le goût, puis que tu as les moyens de te l'offrir, ben fais-le pour toi au lieu de penser à qu'est-ce que les gens vont dire. Parce que, tu sais, l'argent qu'on a gagné, on l'a travaillé. Même si tu gagnais à l'auto, rendu là, tu as acheté le billet, fait que tu as le droit de le dépenser. Mais notre argent ne l'emportera pas avec nous. Fait que, il faut trouver un équilibre dans la portion d'épargne pour le futur, puis dans le moment présent. Mais si, tu sais, moi, mon conjoint est un passionné de Porsche. OK. Puis, tu sais, c'est son rêve, ça a toujours été son rêve. Puis, il y en a deux voitures, il y a deux voitures, puis on a un garage où, tu sais, il collectionne les pièces, les objets, mais c'est sa passion. Fait que, puis on a la possibilité de le vivre. Fait que, puis je ne le vois pas en disant ah, nous, on se promène dedans, c'est pas ça. On triple, il y a des yeux pétillants, il va à son garage régulièrement, puis il prend soin de ses choses, puis il fait de la mécanique, puis il est dans des réseaux de gens qui gravitent dans le même cercle que lui, puis il est passionné de ça. Fait que je pense qu'il faut aussi se donner le droit de réaliser nos rêves, puis de triper, puis d'avoir si on a dit, ben, la journée où je serais capable de me payer ça, c'est parce que j'aurais atteint tel niveau ou des fois, c'est une récompense pour se gâter puis dire, hey, tu l'as travaillé, l'immortaliser des moments. J'appelle ça des rites de passage, mais un peu comme le bal des finissants secondaire 5, il y a des moments tu dis, cette transaction-là, cet événement-là, ce nouveau poste-là, j'ai le goût de l'immortaliser avec quelque chose qui va toujours associer cet événement-là, ce temps-là avec un objet. Fait que je pense que c'est important juste de vivre aussi, mais de le faire pour les bonnes raisons, qui est pour soi et non en fonction du regard des gens. Oui, c'est la validation, la fameuse C'est ça. validation des autres. Parce que ça c'est la chose qui va partir comme vraiment rapidement. Fait, comme tu as dit, on peut se récompenser avec des objets. Puis moi aussi, je prends vraiment que si c'est ça que la personne aime, ben tant mieux. Tu sais, il y en a d'autres qui vont se récompenser avec des voyages, des restos, ou dans mon cas, avec toutes ces réponses. Mais c'est ça. c'est vraiment quelque chose. Tant mieux. Faut juste trouver quelque chose qu'on aime, puis comme tu as dit, que ça nous met des étoiles dans les yeux. Il n'y a pas de problème avec ça. Je pense vraiment que quand ça vient d'une place qui est genuine, tu le sais toi-même là, que c'est pas dans la validation externe. C'est beaucoup de travail aussi, puis il faut être quand même assez, à mon avis, comme avancé dans notre processus de on est qui, puis notre estime de soi pour comme tout comprendre ça. Puis cette année, j'ai vraiment travaillé là-dessus, fait que je suis contente de le partager avec les gens. Puis je suis contente aussi que tu partages des expériences de vie, puis que tu t'aies parlé vraiment de ta transaction pour ton restaurant, puis ta carrière d'artiste. Disons-le comme ça. Moi, je pense vraiment que tu es comme une artiste, puis autre que entrepreneur. Tu sais, je pense vraiment que tu peux... Puis je sais pas, tu pourras me coacher encore une fois, mais est-ce que tu disais artiste-entrepreneur parce que ça te donnait comme une espèce de... Pas de béquille, mais quelque chose pour juste que tu te définisses pas seulement comme une artiste. Est-ce que tu y avais déjà pensé à ça? Bien, au moment où l'artiste entrepreneur est né, j'étais dans les deux postes en même temps. Je menais de front les deux carrières. Fait que c'était orienté principalement comme ça. Puis la façon que j'ai bâti le démarrage d'Aro, autant au niveau de la signature, le site web, tout le marketing, le branding du nom de la marque, ça a été fait comme si je lançais une multinationale. Avant ça, moi, je viens d'un bagage qui s'appelle les soupes Campbell. Après ça, il y a eu le spaghettini. Mais ça a toujours été, ça coule en moi, toute cette stratégie-là derrière de dire, ben, je vais faire les choses, mais il faut qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait une cohérence, puis il faut que le message qui circule, que les gens l'associent facilement à un brand, à un nom, puis qu'ils comprennent ce qui est derrière. Fait que c'est pour ça que le côté même entrepreneur dans ma carrière artistique est important parce que je suis une entrepreneur. Fait que j'étais pas juste dans la peinture, mais j'étais dans toute la mise en marché, la promotion, le marketing, le branding en plus, ce que souvent les artistes n'ont pas. Fait que c'est pour ça que je pense que même si j'ai plus mon restaurant, le mot artiste-entrepreneur colle encore à ce que je suis parce que je vais toujours rester une entrepreneur. Ben oui.
Bon, ben génial. Merci beaucoup, Caroline, pour cette discussion. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça super intéressant. Encore une fois, merci beaucoup pour d'avoir participé et de t'être ouvert à nous sur tes expériences en tant qu'entrepreneur artiste. Puis, si tu pouvais terminer sur quelque chose, est-ce qu'il y aurait un dernier petit mot que tu voudrais dire? Ben, j'ai une petite phrase, moi, qui me vient en tête, qui résonne beaucoup avec tout ce qu'on vient de dire, c'est que je suis une personne ordinaire qui veut vivre une vie extraordinaire. Ah, c'est beau. Donc, merci tout le monde pour votre écoute, puis à bientôt. Bye, Caroline. Bye bye!